Bonjour Viviane, bonjour. Mettons-nous au devant et au centre de la scène pour parler un petit peu ensemble de votre fils Fabien. Fabien qui a été diagnostiqué à 5 ans d'un X fragile. Comment se manifestait son handicap dans son quotidien, dans votre quotidien? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, normalement, Ça marche pas. si celui-là marche pas, on va en essayer un autre. On en a 5, hein, donc. Oui, Eh ben voilà. bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, Fabien a été diagnostiqué X fragile, et qui s'apparente à l'autisme en fait. Son quotidien, quand il était petit, c'était assez compliqué parce que il était nerveux, très nerveux. Il ne pouvait pas se concentrer sur ce qu'on lui donnait à faire et ça posait pas mal de problèmes. Il criait, il avait des gestes, il avait beaucoup de stéréotypes et des gestes, il balançait ses mains comme un oiseau, exactement pareil, mais il pouvait le faire dans un magasin, en promenade. Et ses cris, ça gênait beaucoup. On a eu beaucoup de plaintes à ce niveau-là. Le regard des autres, ça c'était très dur. Mais en fait, dans le temps, après, parce qu'on n'est pas armé pour tout ça. Déjà, il y a le handicap, on ne sait pas qu'à son enfant quand on sait le diagnostic. Il n'y avait pas grand-chose sur le X fragile, hein, c'était pas très connu. Et après, souvent, on nous dit qu'on ne sait pas comment ça va vraiment évoluer. Peut-être qu'il ne lacera jamais ses chaussures, peut-être qu'il ne mangera jamais tout seul. Enfin bref, quand on ressort du diagnostic, on s'assoit, on souffle et on se dit comment faire. Voilà. Et heureusement, sinon Fabien était un enfant très rigolo, mais il ne pouvait pas parler comme tout le monde. Il a eu un parcours d'accompagnement et d'établissement avec IME, avec ESAT, avec foyer de vie dans lequel il a été. Un premier où il a été foyer de vie, puis un deuxième où il est aujourd'hui, qui est spécialisé plus spécialisé autour des profils comme le sien. L'accompagnement y est plus adapté. En quoi est-ce qu'il est différent du type d'accompagnement qu'il a pu avoir avant, dans le précédent foyer ou à l'ESAT? Alors en fait, à l'ESAT, il y est resté 7 ans, c'était pour 7 ans. Au départ, ça se passait bien parce que Fabien avait déjà bien évolué. Hein. Il pouvait prendre le bus tout seul. En fait, il ne sait pas lire, il ne sait toujours pas écrire, sauf que maintenant, au foyer de vie, tous les mardis, les éducateurs le font écrire en lui montrant un modèle et ça marche. Il est très heureux de nous envoyer des nouvelles, chose qu'il n'était pas du tout capable avant, même en lui montrant. Il a eu des cours d'orthophonie, tout ça, ça a servi à rien. Et là, on l'a vu évoluer dans son contexte, quoi. Mais dans ces précédentes structures, qu'est-ce qui n'était pas forcément toujours adapté à son profil, à ses réactions, à ses attentes? Alors, d'accord, il a été envoyé en ESAT. En ESAT, au début, ça se passait bien. Il arrivait à prendre le bus tout seul avec les autres. C'était un bus spécial pour eux. Mais il y avait toujours, et là-bas, quand il arrivait, il était en conditionnement. Donc, il faisait ce qu'il pouvait faire. Je dirais que l'ESAT n'était pas comme celui de maintenant. C'était moins approprié, c'était moins bien. Mais il était heureux de faire avec les autres. Ça, c'était bien. Ça lui montrait déjà une voie à suivre pour communiquer. Mais au bout de 7 ans, tout d'un coup, je pense à cause du bruit, parce que le bruit, c'est vraiment le problème des X fragiles comme des autistes. Il y avait un bruit pas possible. Quand il rentrait dans le bus, c'était infernal. Et du jour au lendemain, tout d'un coup, on voyait qu'il ne mangeait plus. Il avait des crises nerveuses, un mal-être profond. Il avait des vomissements et il ne voulait plus y aller, tout simplement. Donc on a arrêté, on s'est dit, on va demander à ce qu'il change. C'est pas possible, on ne peut pas le forcer. On sentait qu'il était très malheureux. Donc un premier foyer de vie, et ce premier foyer de vie, qu'est-ce qui, là aussi, a fait qu'au bout d'un moment, il a fallu le changer de structure? À cause du stress, à cause du bruit, il ne pouvait plus. C'était trop, il y avait trop de monde autour de lui.
Et bon, là-bas, on ne peut pas s'en occuper, ils sont quand même autonomes. Mais lui n'était pas autonome comme il aurait fallu qu'il soit, et ça, je peux le comprendre. Mais maintenant, c'est plus le cas, quoi. Je vois la différence. Oui, vous dites, je ne l'ai jamais vu aussi heureux qu'aujourd'hui, Ouais. dans ce nouveau lieu où il se trouve, où il est accompagné. Ça a transformé votre fils, vous le dites. En quoi vous le voyez transformé et qu'est-ce qui vous rend, vous, mère aussi particulièrement heureuse de ce cadre dans lequel il s'épanouit aujourd'hui? Un peu de bonheur, ça fait du bien, quelque part. On arrive à souffler, chose qu'on n'a jamais faite. On a eu des très mauvais moments avec lui, mais maintenant, on le sent heureux sur son visage quand il va au foyer de vie. C'est du bonheur, c'est que du bonheur. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un petit groupe. Ses camarades, il les aime beaucoup, ça se passe très bien. Les éducateurs, ils lui font faire des choses. Il y a le sport. Il y a les choses qu'il aime. Maintenant, il fait de l'escalade, il a fait du judo, il a fait du cheval. Du vélo. Du vélo. Et il adore ça, il adore ça. Et en plus, avec les éducateurs, il y a un lien c'est ça qui est très important. La communication. La communication des éducateurs avec les jeunes, c'est leur repère à eux quand on n'est pas là. C'est leur repère. Et c'est vrai que nous, maman, quand il était petit, je le couvais beaucoup trop. Et on m'avait dit un jour, vous faites ça, c'est de l'amour. Mais vous ne pouvez pas continuer parce que lui, il ne va pas évoluer avec ce que vous faites. Effectivement, ça, je l'ai compris. Mais bon, une maman fait toujours avec amour. Même plus tard, ça reste toujours, même à 40 ans, nos petits. Voilà. Et maintenant, en foyer de vie, il a trouvé sa deuxième famille. Pour lui, il me dit, c'est ma deuxième famille. Parce qu'il est heureux. On l'a toutes les 3 semaines. Mais toutes les 3 semaines, quand il doit repartir, au début, je me suis dit, ça va pas marcher. Eh bien, si. Toutes les 3 semaines, le dimanche soir, il me dit, bon, je retourne parce qu'on m'attend. Et ça, je peux vous dire, ça, c'est un soulagement. C'était bien maman, mais maintenant j'ai ma deuxième famille. Ah voilà, tout à fait. Et il nous remet en place. Quand on dit des choses, par exemple, mais non, tu n'y penses pas, il nous dit. Mais c'est marrant parce qu'avant, en fait, moi j'ai beaucoup de chance, personnellement, je trouve que j'ai beaucoup de chance. Parce on a connu le pire, et je vous dis, on pensait vraiment pas qu'un jour Fabien serait au stade qu'il est maintenant. Donc il faut toujours croire, il faut toujours espérer. Ils sont certes différents, mais vous savez, ils ont tout ce qu'on n'a pas. L'intelligence qu'ils ont n'est pas la même que nous, mais c'est tellement mieux. Ils nous voient avec leurs yeux, ils sont naturels, il n'y a rien derrière eux Et ça, c'est énorme. L'amour qu'ils peuvent nous apporter, il faut essayer de les comprendre. Ils sont différents, mais ils savent nous dire, nous faire comprendre, même quand ils ne parlent pas, ce qu'ils veulent. Il faut seulement avoir de la patience, aller dans le chemin qu'ils nous montrent, en fait. Ouvrir les yeux. Et sinon, avec beaucoup d'amour, on arrive à beaucoup de choses. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. On prendra un troisième témoignage tout à l'heure et on va tout de suite enchaîner avec notre deuxième séquence de débat, voir comment justement ces situations complexes confrontent les modèles d'accompagnement, les modèles d'offres qui se jouent aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le bonheur d'accueillir Valérie Benotti, Cyril Desjeux et Mathieu Thiebaud sur scène sous vos applaudissements. Alors, il n'y a pas de plan de table, là. On s'assoit comme on veut, là où c'est le mieux avec la lumière. Bonjour à vous trois. Je vous présente rapidement Valérie Benotti, vice-présidente de l'UNAPI, présidente de l'UNAPI Auvergne-Rhône-Alpes. Vous y avez participé dans le département de la Loire à la création d'un foyer spécialisé pour accueillir des personnes concernées qui ne trouvaient pas de place ailleurs. Et vous nous parlerez de cette aventure et de la manière dont elle éclaire aussi les manques du modèle d'offre aujourd'hui. Cyril Desjeux qui est avec nous, sociologue, directeur scientifique de Andéo. Vous y travaillez notamment beaucoup sur les enjeux de participation des personnes concernées et la manière dont il questionne les modèles d'accompagnement existants. Vous êtes notamment l'auteur du livre « Le handicap au pouvoir » et Mathieu Thiebaud, directeur général de l'ADAPI bretonne du 35. Vous nous évoquerez le sort des personnes en situation de double vulnérabilité et la manière dont ils appellent à de nouveaux modes de collaboration entre acteurs.
On va voir ensemble comment ces situations complexes confrontent, questionnent les modèles d'offres, mais confrontent et questionnent déjà les modèles d'accompagnement des personnes en situation de handicap. On a eu un exemple avec Madame Nicolas, assez étonnant de voir comment ça s'est passé avant, comment ça se passe aujourd'hui. Et c'est important parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des modèles qui sont de plus en plus fondés sur l'autonomisation, sur la participation, et que cette démarche de participation, de prise de décision, elle peut être parfois compliquée, elle peut être parfois entravée par des troubles, des situations complexes. Cyril Desjeux, vous travaillez beaucoup en tant que chercheur sur ces questions de participation, sur ces questions d'autodétermination, et vous y différenciez, ce qui est important, on va beaucoup y revenir, la question, ce qui relève des droits, et ce qui relève des capacités. En quoi est-ce que cette frontière peut poser problème dans les démarches d'accompagnement des personnes en situation complexe? Alors, tout d'abord, je voulais m'excuser notamment auprès de Florence, la présidente de Nous aussi. J'ai peur que ma présentation ne soit pas tout à fait en falque, mais je vais essayer de faire un effort sur les éléments de langage. Elle applaudit, hein, premier rang. Et je vais faire un effort sur mon débit de parole. Alors en préambule, en deuxième préambule, j'aimerais rappeler que notre manière en tout cas de penser le handicap en tant que militant, en tant que chercheur, est fortement influencée par ce qu'on appelle le modèle social du handicap. Ce modèle, il a évolué, mais il me semble important d'y revenir juste une minute. Ce modèle, pour rappel, il est issu des pays anglo-saxons des années 70 et il est porté par des personnes concernées par le handicap. Mais surtout, c'est un modèle qui est porté par des personnes qui, en termes de handicap, n'ont pas d'altération des fonctions mentales ou cognitives. Et ça crée une vraie différence, il me semble, dans la manière d'appréhender le sujet aujourd'hui des situations complexes de handicap. Une de ses particularités, c'est que dans ce modèle, l'autonomie, elle est à la fois un symbole de revendication et un symbole également d'objectif à atteindre, mais elle est aussi un prérequis et un préalable à avoir pour pouvoir bâtir cette autonomie. Dit autrement, elle est à la fois un point de départ et un point d'arrivée. Et c'est ce qui pose une complexité dans l'accompagnement qu'on peut avoir des situations complexes de handicap. Pour autant, l'objectif de ma présentation, ce n'est pas de décrédibiliser le modèle social du handicap, au contraire, c'est de voir ce qu'on pourrait y ajouter. Ce modèle, il est important, il a permis des avancées très importantes, de franchir des lignes fondamentales, et il permettra encore d'en franchir. Donc c'est important de s'appuyer sur ce modèle social du handicap. Cependant, pour certaines personnes, ce préalable d'autonomie, comme je le mentionnais tout à l'heure, n'est pas toujours évident. Et c'est plus particulièrement vrai pour les personnes qui sont donc en situation complexe. Et là, ça me semble important de citer les exemples que j'ai en tête. Je pense par exemple à des personnes polyhandicapées, à certaines formes d'autisme très sévère ou de handicap psychique très sévère. Je pense aussi à des personnes qui peuvent être à la suite d'un accident dans un état poussy-relationnel ou un état végétatif chronique, qui sont vraiment des situations qui mettent au défi ces questions d'autonomie. Et les recherches que j'ai pu réaliser dans le cadre d'Andéo m'ont souvent mis d'ailleurs au défi de ce concept pour ces situations complexes qu'on a pu appréhender, qui nous amenaient souvent à nous questionner. L'objectif, c'est pas d'abandonner le concept, mais ce qui me semble important, c'est de l'appréhender autrement, avec un pas de côté. Et pour cela, il me semble qu'une des manières premières, en tout cas, de pouvoir l'appréhender, en fait, c'est de moins mettre l'autonomie en exergue, mais davantage mettre en exergue tout ce qui va relever de la dignité des personnes et de la non-discrimination. La non-discrimination et la dignité des personnes, elles sont centrales aussi dans le modèle social du handicap. Donc, c'est vraiment des concepts qui sont proches les uns des autres, mais là où il me semble important de faire un pas de côté, c'est d'arriver à avoir, je pense, une vision plus radicale dans la manière de séparer une autonomie qu'on pourrait qualifier de néolibérale d'une approche davantage centrée sur la dignité des personnes et la non-discrimination. Pour ce faire, il me semble qu'une telle type d'approche, en tout cas, va impliquer de remettre au centre la question des droits des personnes et de pouvoir proposer une approche par les droits. En faisant ce pas de côté, je ne renonce pas à l'autonomie. Et je pense réellement que c'est important de tenir le concept jusqu'au bout. Je l'intègre dans quelque chose qui est plus large, quelque chose qui va permettre de penser un autre idéal à atteindre. Cet idéal, c'est l'approche par les droits. L'approche par les droits,
Elle va demander de penser et de mettre en action des dispositifs de soutien à l'autonomie, des dispositifs de soutien à la décision, et c'est fondamental, mais elle va demander d'aller plus loin, de ne pas uniquement se limiter à ce dispositif de soutien. Dans les situations complexes, si on se limite à des dispositifs de soutien à la décision, on se retrouve dans certaines situations mis au pied du mur et avec dans une impossibilité de faire participer socialement les personnes. Donc il y a besoin de faire ce pas de côté, de proposer d'autres modes d'organisation qui vont permettre de soutenir les droits des personnes, qui vont permettre de soutenir leur participation sociale, mais qui va permettre de soutenir plus fondamentalement, ce que disait notamment Bertrand ce matin, je dirais le lien à l'autre, le lien, le rapport à l'autre tel qu'on veut arriver à le construire socialement. Et c'est cette présence à l'autre qui est aussi important à essayer d'incarner dans ce modèle, présence qui à la fois est incarnée par des ambivalences et des contradictions avec lesquelles il faut fonctionner. Et il y a un exemple que vous m'aviez donné quand on en avait parlé que je trouvais assez éloquent, c'est l'exemple d'une personne dans un lieu d'accueil polyhandicapé et on organise une sortie pour les résidents et tout le monde va à la sortie, puis ce résident-là, on dit il n'exprime pas, il manifeste pas, ça va lui servir à rien, il va rien vivre, il va rien voir. Et donc on le laisse en présumant qu'il ne va rien y vivre et qu'il ne va rien y faire vivre aux autres. Est-ce qu'on n'est pas là justement à ce que vous dites, à ce point à cet endroit où finalement il faut une approche par les droits, il faut penser à la possibilité aussi d'intégrer cette personne dans la visite comme les autres? C'est vrai que l'approche par les droits, c'est un exemple assez typique qui va résonner dans la manière de penser la présence à l'autre et de pouvoir la penser au-delà de la question des capacités. La question, c'est pas de savoir si la personne elle est capable ou non d'interagir avec le groupe qui va par exemple discuter de son projet individualisé. Et effectivement, il y a plein de mots différents et compliqués qui vont être difficiles d'accès, voire impossibles pour la personne polyhandicapée si on est sur cet exemple-là. Pour autant, la présence de la personne polyhandicapée dans ces réunions crée des interactions différentes et les professionnels ils vont interagir différemment si la personne elle est présente ou si elle est absente. C'est la même chose pour les loisirs. La personne polyhandicapée elle ne pourra pas forcément participer pleinement et courir derrière le ballon. Pour autant, sa présence elle peut amener à organiser autrement les choses, elle peut amener à penser autrement cette activité, et elle permet de penser d'autres solutions possibles dans la manière de faire participer socialement, qui ne se limite pas à la question des capacités et qui implique finalement d'organiser autrement le lien entre les personnes. Et vous avez beaucoup étudié sur les questions de la participation, un sujet d'actualité, si je puis dire, qui est la question du vote. Alors, d'actualité s'il en est, et le vote des personnes en situation de handicap et le vote des personnes en situation de handicap polyhandicapées qui peuvent, pour certaines, avoir des altérations sévères pour opérer les gestes de base liés au vote. Vous dites, d'ailleurs, je vous cite, les situations concernant les personnes les plus déficitaires constituent un point de rupture dans la manière d'envisager leur participation politique à travers le vote. On a un cadre qui existe pourtant, on appelle le relais citoyen, c'est des proches, c'est des professionnels qui vont accompagner les gens qui n'arrivent pas à prendre les bulletins ou à les mettre ou à les différencier juste dans l'urne. Vous avez regardé, étudié la manière dont ça se passait et montré aussi que l'approche capacitaire, elle peut aussi avoir des limites, ou en tous les cas poser des interrogations. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, en tout cas, de la possibilité de pouvoir voter, mais c'est vrai qu'un élément qui est important, et là, quelle que soit l'approche qui est retenue, il me semble qu'il y a 3 piliers qui sont non négociables et sur lesquels il faut absolument tenir, quel que soit le modèle qui va être retenu. Le premier, c'est la présomption de compétence qu'ont vont avoir les personnes. Sur la question du droit de vote, c'est un peu plus compliqué, mais cette présomption, elle me paraît fondamentale et j'irai même plus loin, c'est la présomption de conscience, en particulier pour des personnes qui sont polyhandicapées ou certaines formes très extrêmes de situation de handicap. Cette présomption de conscience, elle est importante à rappeler comme fondamentale. Et ça, je pense que c'est un des premiers piliers sur lesquels il ne faut pas négocier. Le deuxième, c'est tout ce qui va être la reconnaissance de la valeur de la dépendance. La dépendance, c'est un mot qui est souvent le versant négatif de l'autonomie, qui sont pourtant deux notions asymétriques et qui ne s'opposent pas l'une l'autre. Et lorsqu'on parle de dépendance, on est toujours sur un versant plutôt négatif. Et c'est important de pouvoir aussi en reconnaître la valeur du lien à l'autre et de ce qui nous unit à l'autre et ce qui nous rend dépendants à l'autre, quelle que soit la situation de la personne.
Le troisième pilier sur lequel ça me semble important de ne pas négocier non plus, c'est tout ce qui va être autour de la communication alternative et améliorée, et l'importance de pouvoir donner accès à ces personnes à des formes de communication, quelles qu'elles soient. Et donc, ça passe par des préalables, l'évaluation, identifier les particularités de fonctionnement, pour arriver à pouvoir créer des supports de connexion entre l'individu et son environnement, pour qu'il puisse interagir avec. Mais malgré ces trois piliers, c'est vrai qu'il y a des situations et des domaines de vie dans lesquels ça ne suffit pas d'avoir ces trois piliers qui me paraissent non négociables. Et l'exemple du droit de vote, il est assez exemplaire et emblématique de ce point de rupture qu'il peut y avoir. Si je reprends et je continue avec l'exemple des personnes polyhandicapées, et qu'on veut rendre effectif la question du droit de vote, on doit aller plus loin que ces trois piliers que j'ai mentionnés, qui est donc la présomption de compétence et même la présomption de conscience de la personne, la reconnaissance de la valeur de la dépendance et la question de la communication alternative et améliorée. Il faut sans doute rajouter un quatrième pilier qui va permettre en tout cas de penser d'autres modes d'organisation tels que la figure du citoyen. Et ce quatrième pilier, pour moi, c'est tout ce qui va être autour de l'importance de l'imaginaire social. Alors dit comme ça peut paraître une évidence, mais il y a des enjeux très très forts autour de l'imaginaire social, parce que ne pas se représenter une réalité possible, c'est verrouiller son accès. Et un exemple assez emblématique dans l'histoire, c'est l'histoire des femmes. Que ce soit leur conquête de la maîtrise de leur corps, la conquête de leurs droits civiques, la conquête de leur autonomie financière, il a bien fallu penser ces possibles pour qu'ils soient réalisables. Cette absence de représentation de possible, elle peut avoir plusieurs raisons. Ça peut être des raisons qui peuvent être liées à une réalité qui ne paraissait pas concevable, et c'était une des problématiques notamment pour le droit de vote des femmes. Mais ça peut être aussi une problématique d'impensé, dans le sens où on manque d'attention, on n'a pas porté attention à tel ou tel domaine de vie qui pourtant peut avoir une réalité. Et là, si on transpose au handicap ou à la question du droit de vote, on se rend compte que oui, ces impensés, il faut pouvoir les retravailler pour pouvoir arriver à imaginer des modes d'organisation qui vont servir de levier. Et la question du relais citoyen, c'est ce qui va proposer d'ouvrir un autre possible, une autre voie à la fois VOIE, mais aussi une autre voie VOX, en particulier sur la question du droit de vote. C'est intéressant parce que finalement, il y a deux modèles, de temps de l'accompagnement. Il y a l'accompagnement dans ce que peut être la vie ordinaire, tel que Bertrand le disait tout à l'heure, où finalement là, il y a une place qu'on peut donner à la personne en situation complexe, qui ne va pas être participante comme les autres, mais qui va être présente autant que les autres. Et d'ailleurs, vous le dites très bien là aussi, vous dites si la personne, parce qu'on dit, oui, mais on ne sait pas si elle est contente ou elle n'est pas contente. Si la personne n'est pas contente, vous le dites, elle le manifestera. Donc ça n'existe pas, cet argument-là. Donc si elle est là, la présence, elle peut être là dans les circonstances ordinaires. Et quand on est dans des situations complexes, le droit doit continuer à être affirmé, même s'il ne veut pas être appliqué de manière systématique et identique aux autres, ce que vous exprimez sur le vote. Vous, à travers Andéo, vous certifiez beaucoup d'établissements sur des critères de qualité d'accompagnement et de participation notamment. Est-ce que cette approche-là aujourd'hui, comment est-ce qu'elle correspond à la réalité de ce que vous voyez des établissements ? C'est vrai que dans le cadre de la certification qu'on déploie chez Andéo, on a comme cadre de référence la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Ce cadre de référence, aujourd'hui, la plupart des associations nationales le prennent et il me paraît fondamental comme feuille de route et comme idéal vers lequel tendre. Au regard de ce cadre, on a construit des certifications à partir et avec les personnes concernées, les familles, les structures médico-sociales, les pouvoirs publics, et on a fait reposer ces certifications autour de deux piliers. Un premier pilier autour de l'importance de trouver des critères qui vont soutenir tout ce qui est l'autodétermination et l'autonomie des personnes. Donc je le dis bien, on n'y renonce pas, et c'est très important de pouvoir donner des aiguillons aux structures médico-sociales dans cet accompagnement-là. Mais il y a aussi un deuxième pilier sur lequel on a bâti des critères, qui va être tout ce qui est la participation sociale des personnes et l'ouverture sur l'extérieur, qui va permettre également la promotion des droits et leur valorisation auprès de ces personnes qui sont accompagnées par des structures médico-sociales.
Je voudrais en complément qu'on regarde une vidéo où on est allé voir, alors vous portez cette approche par les droits et vous expliquez comment elle est complémentaire des approches capacitaires qui sont dans les modèles d'accompagnement. Il y a une autre approche qui est souvent portée sur la compréhension un peu des situations de handicap et on va en parler avec le géographe Mehdi Escuré basé à Clermont-Ferrand. Il est l'un des représentants en France de l'association qui porte la canadienne un peu dite de production du processus du handicap. Cette approche veut repenser l'accompagnement des personnes, pas seulement en fonction de leur situation personnelle, mais aussi de l'environnement, des environnements dans lesquels elles se trouvent, et qui peuvent rendre ce handicap particulièrement difficile ou complexe à certains moments, mais moins aussi à d'autres. Il développe d'ailleurs là-dessus un outil qui s'appelle Cartogéovie, qui vise à resituer le ressenti du handicap d'une personne dans les différents lieux de son quotidien, en fonction de là où il va, mais en fonction aussi de la manière dont il ressent les lieux. On va tout de suite l'écouter et on en dit un mot juste après. Alors le modèle du processus de production du handicap permet de changer la vision qu'on a du handicap de plusieurs façons. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tendance à considérer le handicap comme un phénomène uniquement médical. Si on prend l'exemple d'une personne qui a une déficience intellectuelle, on va considérer que cette personne est handicapée dans tous les contextes et dans tous les environnements. Si cette personne n'arrive pas à trouver sa place dans la société, on va lui faire porter la responsabilité de cet échec en expliquant c'est normal, vous n'arrivez pas à trouver votre place dans la société, vous avez une déficience intellectuelle. Le modèle du processus de production du handicap permet au contraire d'avoir une approche interactionnelle et systémique du handicap. On met en lien 3 éléments, donc des facteurs personnels, des facteurs environnementaux et des habitudes de vie. Et dans l'interaction entre ces 3 éléments, on peut identifier des situations de handicap et à l'inverse des situations de participation sociale. Quand une personne est en situation de handicap, c'est bien souvent lié à une problématique qui arrive dans son environnement. Donc son environnement physique, social, culturel. Ce modèle est assez intéressant parce qu'il peut s'appliquer à tout le monde. On traverse tous des situations de handicap dans notre vie quotidienne. On arrive parfois à les lever et à ne plus être en situation de handicap sur un élément, puisqu'on modifie notre environnement. Et l'avantage de cette approche-là, c'est qu'elle permet de sortir de la dimension médicale et individuelle et de raisonner le handicap comme un phénomène beaucoup plus global qui intervient dans l'interaction entre un individu et son environnement. Donc Cartogéovie, c'est une application informatique qui permet de réaliser des cartographies. C'est un outil que j'ai pu développer dans mes différents travaux de recherche et il vise à localiser des lieux avec la personne. On peut par exemple localiser les lieux de sa vie quotidienne, mais il permet surtout à la personne de s'exprimer sur les sentiments, les émotions et les différentes dimensions affectives qu'elle peut ressentir quand elle fréquente certains lieux. L'idée, c'est de comprendre à travers les lieux si éventuellement dans ta vie, il y aurait des choses qu'on pourrait améliorer, qui faciliteraient ton quotidien. On commence ? Oui. Qu'est-ce qui représente pour toi ton domicile ? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Les apps de l'Adapt, c'est un lieu qu'on peut mettre. Oui. Très bien. Ben, on va le mettre. Le mettre vert si c'est un lieu qui est positif pour toi. Milieu à tendance positive. Pour ma parole, je suis aphasique. Oui. Et là, c'est un lieu où je vais dire des choses, enfin... ça t'incite à parler, oui. Du coup ça t'aide à peut-être mieux parler. Oui. Et donc ça tu t'aimes bien, oui. Ça c'est... Oui, parce que j'étais bavarde. Et cette application a permis d'identifier des choses intéressantes. Je vous parlais tout à l'heure de l'approche environnementale du handicap, des barrières qu'il peut y avoir dans l'environnement et qui créent les situations de handicap. Avec cette application, on peut se rendre compte que parfois ces barrières ne sont pas physiques, mais ce sont des barrières mentales, affectives. La personne peut se sentir mal à l'aise, ne pas fréquenter un lieu parce qu'elle s'y sent mal. En tout cas, c'est une application qui permet de discuter avec une personne
autour de la réalisation de cartographie, mais qui permet également à l'établissement médico-social d'évaluer son action par un moyen détourné. Cette approche peut permettre, en faisant en quelque sorte du cas par cas, de sortir des logiques caricaturales dans lesquelles le secteur médico-social est en train de s'engluer, c'est-à-dire de trouver le juste milieu entre une approche institutionnelle avec énormément de dispositifs et, à l'inverse, une approche totalement inclusive où il pourrait y avoir des personnes qui restent sur le côté sans solution. Un mot, Cyril. Oui, je crois qu'on est normalement on est arrivé au bout de l'interview de Mehdi. Et un mot pour dire juste son application du coup, elle est gratuite et elle se diffuse dans des établissements de la région. Il fait aussi, je crois, un travail de collaboration en Espagne autour de Cartogéovie. Un mot, Cyril, sur la résonance, sur la complémentarité de cette approche par rapport à l'approche par les droits que vous portiez sur la manière de repenser les modèles d'accompagnement. C'est des approches qui sont tout à fait cohérentes et complémentaires l'une l'autre. Moi, ce qui me semble important à retenir, en tout cas dans la manière d'appréhender les situations de handicap, en écho à ce que dit Mehdi, c'est de pouvoir penser à la fois conjointement le fait qu'il faut pouvoir agir avec et sur les personnes, tout en pouvant agir sur l'environnement, et de ne pas oublier tous ces traits d'union, et ce qui permet le lien entre finalement cet environnement et ces personnes, ce qui va permettre de jouer le rôle d'interface et d'interconnexion entre la personne elle-même et son environnement. Ça peut passer par des humains, par des professionnels, par des proches aidants, par des familles, mais ça peut aussi passer par des outils techniques, comme il le déploie là. Un enjeu, c'est d'essayer de voir comment ces situations complexes questionnent les modèles d'accompagnement, mais de voir aussi comment elles questionnent les modèles d'offres. Et les témoignages que l'on a eu ce matin, celui que l'on a eu cet après-midi, montre aussi que la capacité que l'on a de trouver une structure qui va accompagner, et de trouver les bons professionnels, elle est essentielle, elle est importante pour les personnes en situation complexe qui, comme c'est ce matin, ne rentrent pas toujours dans les cases. Valérie, c'est quelque chose que vous avez beaucoup vu et vécu à travers votre fille. Chloé, elle a aujourd'hui 35 ans, elle a été diagnostiquée avec une ingénie autiste à la naissance. Vous avez changé de vie à l'époque, votre mari aussi, relayant ce qu'on disait ce matin un petit peu, et vous l'avez trouvé une place en IME où elle est entrée à l'âge de 4 ans. Au bout d'un certain temps, vous avez commencé à penser néanmoins et à anticiper l'après-IME de Chloé. En voyant, en pressentant les impasses d'accompagnement auxquelles elle serait confrontée. Quelles étaient ces impasses et qu'est-ce qui vous a conduit ainsi à anticiper, à vous dire qu'il y allait y avoir un problème sur le temps de l'après-IME? Bien, en fait, quand Chloé a eu 4 ans, effectivement, avec son diagnostic autisme, elle est sourde, elle fait de l'épilepsie. Donc le polyhandicap est arrivé un petit peu plus tard avec le fauteuil roulant sur l'âge des 10 ans. Oui. Mais donc on a, avec l'aide d'API de la Loire, j'ai eu la chance d'abord de trouver un établissement pour elle qui voulait bien l'accepter. Et rencontrer une autre famille. Ça a été dit un peu ce matin, mais c'est réellement ça. J'ai rencontré des professionnels exceptionnels. J'ai rencontré une famille exceptionnelle de l'aide API. Et à l'époque, l'autisme, on en était au tout début. Hein, ma fille est née en 1989. Et on a eu la chance d'avoir une gouvernance et une dirigeance qui nous ont dit, banco, on va créer des choses pour les autistes parce qu'on n'a pas grand-chose, il faut absolument y aller. Donc, l'IME était déjà en place. On a juste, on s'est formé avec les éducateurs à l'autisme et donc à la méthode Teach à l'époque. On y allait ensemble. Et puis, effectivement, très vite, on s'est dit. Alors, Chloé n'était pas toute seule. Hein, on a créé ces classes et on avait beaucoup d'enfants qui avaient un autisme avec grand trouble de comportement, grande déficience intellectuelle. Et on s'est dit, mais le foyer de vie, ça va pas aller. Les AT, c'est pas possible. La masse,
Pourquoi ça ne serait pas possible, la masse? Eh bien, la masse, en fait, nos masses de l'époque, hein, c'est vrai que c'est un petit peu évolué maintenant, mais elles étaient vraiment destinées à des personnes en fauteuil et qui avaient des coques et des choses comme ça, et qui avaient un déplacement comment dire, plus modéré. Et nous, dans l'IME, enfin dans la classe, on appelait ça une classe d'éducation structurée à l'époque, et on disait, mais Chloé n'était pas encore en fauteuil tout à fait, et les autres bougeaient beaucoup. Et là, on s'est dit, il y a déjà un problème dans le déplacement qui est pas bon, et on parle d'environnement, mais c'est exactement ça. Il fallait aussi que toutes les enfants qui allaient devenir adultes puissent s'entendre ensemble aussi. Et donc, eh bien, pareil, la présidente de l'époque de l'ADAPI 42 nous a dit, Banco, allez-y, on va penser autrement. Et donc, on a pensé à une femme plutôt qu'une masse. Mais c'est-à-dire que vous vous êtes dit, et on vous a dit, le lieu n'existait pas, créez-le. Oui, c'est ça. Mais créez-le les parents. Une sacrée idée. Tout à fait. Et elle était exceptionnelle. Hein. Et c'est vrai qu'elle nous a dit les parents, les professionnels, en co-construction évidemment, et puis bien évidemment la gouvernance de l'ADAPI, la dirigeance. On s'est tous mis autour de la table et Alors moi, j'étais pas du tout administratrice, hein, j'étais juste simple maman, jeune maman d'ailleurs à l'époque. Déjà au départ, j'étais choquée parce que je me suis dit, ma fille, elle a 4-5 ans. On me parle d'adulte, mais je suis pas là-dedans, quoi. J'avais pas envie. Et puis en fait, on s'est dit si, avec les autres parents, on a dit allez, on y va. Et c'est vrai qu'on a réfléchi tous ensemble avec les professionnels à ce qu'on pouvait offrir et donc faire un FAM spécialisé autisme et qui pouvait accueillir des personnes avec cette grande déficience et cet autisme, avec des personnes qui bougeaient beaucoup et d'autres qui bougeaient un peu moins aussi. Parce que ma fille faisait partie de ceux qui bougeaient moins. Et comment ça se passe là-bas aujourd'hui ? Eh bien, très bien. Je dirais qu'on a, ils vieillissent comme nous, donc il faudra qu'on passe à l'étape au-dessus pour le vieillissement. Mais aujourd'hui, c'est vraiment adapté à eux. On a des professionnels hyper qualifiés qui sont experts. Alors, on a le problème du turnover comme partout, donc chaque fois on revient un peu. Mais comme on le disait, ce sont des personnes. Alors moi, ma fille ne parle pas du tout, mais comme beaucoup hein, dans cet accueil de femmes. Et en fait, ils savent très bien leur montrer quand ça va pas. En fait, le FAM, on l'a créé nous, mais je pense que ce sont les personnes qui l'ont investi et qui ont même obligé les professionnels à acquérir une certaine expertise et à bien les comprendre et vivre avec eux. Et effectivement, quand quelque chose ne va pas, mais je pense que nous, parents, on n'a même pas besoin de le dire, quoi. Ils sont là et ils le font très bien comprendre. Alors, si je me trompe pas, ce qui est aussi assez incroyable dans l'histoire, c'est que dans l'IME, certains professionnels se sont formés à des méthodes de CA, parce que vous vous étiez formés aussi. Au début, vous étiez presque plus experts que certains professionnels, et ils ont accompagné après, par la suite, dans le foyer de ville, parce que du coup, ils étaient formés, donc ils étaient spécialisés, donc ils sont allés dans ce jeu spécialisé. Donc, c'est des aventures de vie qui sont tissées les unes avec les autres. C'est ça. Alors, ils n'ont pas tous été de l'IME aux femmes, mais en tout cas, il y a eu ce basculement et effectivement, tous les travaux, tout ce qu'on avait pu faire, mettre en place dans l'IME, on a tout apporté ça sur le FAM. Et quand je dis on, c'est les professionnels, les parents et la personne, hein, parce qu'elle aussi, la personne, enfin quelle qu'elle soit, est venue avec elle, avec tout ce qu'elle pouvait apporter. Par exemple, ma fille ne parle pas, elle est sourde. C'est la seule qui est sourde parmi les autres. Eh bien, il a fallu adapter aussi. Hein. Donc, nous, le mode de communication, c'est l'objet. On ne peut pas aller au-delà. Eh bien, d'autres auront les pictos, d'autres auront les photos. En fait, chaque personne est arrivée avec ses outils qui lui ont été adaptés, mais dont ils se servent tout le temps. Et si, par exemple, moi, un nouvel éducateur arrive et donne un picto à ma fille, eh bien, il va vite comprendre que c'est pas du tout son mode de communication. Je retire un peu la casquette de maman, je mets celle de vice-présidente, qui est un peu plus lourde. Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui pour vous de la difficulté un peu de ces lieux, de ces places, souvent des structures trop grandes, souvent des structures avec des personnels pas formés. Est-ce que vous voyez une récurrence et est-ce que cette histoire-là, elle a valeur d'exemple et si oui, comment ? Alors, elle a valeur d'exemple dans le contexte de l'époque
pour le coup. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué parce que je pense que les professionnels, les parents, les personnes elles-mêmes sont bien expertes et sont capables de créer des nouveaux lieux. On le voit et on en crée encore tous les jours. Et heureusement, dans tout le réseau l'UNAPI, on reste pas sans rien, mais on est énormément limité. C'est vrai que quand on a voulu créer ce FAM à l'époque, on pouvait aller voir le député du coin, l'ARS, etc. Enfin, c'était la DAS, mais c'est pareil. Et en fait, on arrivait quand même avec un beau dossier, on arrivait à le faire financer. Nous, à l'époque, on avait voulu faire financer du 1 pour 1, ça s'était jamais vu, quoi. Et c'est vrai que, ben oui, ils ont dit banco. Aujourd'hui, même avec un très très beau dossier organisé, on a beaucoup plus de mal, c'est évident. Ces enjeux de modèle d'offre, ils se posent sur le fait de trouver des lieux et donc de les créer. Ils se posent aussi, et je voudrais en dire un mot avec vous, Mathieu, sur le fait aussi de faire travailler ensemble dans ces établissements, dans ces structures, dans ces accompagnements, différents environnements et professionnels qui ne se connaissent pas forcément. Et ça, c'est une situation qui se vit beaucoup sur ce qu'on appelle les situations de double vulnérabilité. Alors la double vulnérabilité, concerne des personnes qui se retrouvent à la fois en situation de handicap diagnostiqué, donc avec notification MDPH, et en situation de précarisation familiale ou sociale. Et qui donc, pour des jeunes, se retrouvent à la fois sous la protection de l'enfance et puis le médico-social. Depuis 20 ans, est ballotté un peu entre les uns et les autres avec des administrations et des professionnels qui ne se connaissent pas toujours et se parlent pas forcément de manière très familière et très simple. Depuis 20 ans, des initiatives se font pour essayer de faire communiquer un peu ce monde de la protection de l'enfance et ce monde du médico-social et faire converger leurs expertises sur ces personnes, ces jeunes en situation de double vulnérabilité. Alors il y a eu la loi sur la protection de l'enfance de 2016 qui a mis en place des parcours, c'était des projets pluridisciplinaires autour des besoins de l'enfant. Tout le monde devait se retrouver et s'entendre. Ça n'a pas forcément super bien marché. Les amendements taqués avec des primes pour accompagner les situations de vulnérabilité. Ça a avancé un peu. Et on a des enfants qui se trouvent encore beaucoup ballottés, et à tel point, j'étais étonné de voir ça, qu'il est aujourd'hui impossible de savoir précisément combien d'enfants avec notification MDPH sont concernés par ces problématiques de double vulnérabilité. Même le décompte aujourd'hui est compliqué. Vous suivez le dossier depuis longtemps, parce que vous êtes ADAPI, mais vous êtes aussi CNAP, on en parlera dans quelques temps. Qu'est-ce qui explique pour vous une telle difficulté à faire converger ces dispositifs? Ce qui est dingue, c'est que parfois, dans un même conseil départemental, il y a le bureau de la protection de l'enfance, il y a le bureau du médico-social d'autonomie à côté. Ils n'ont pas les mêmes logiciels, ils ne peuvent pas travailler ensemble sur telle ou telle personne et tel cas, alors qu'ils sont au même étage. Qu'est-ce qui explique la difficulté à faire converger les dispositifs? Et est-ce qu'on a une idée de l'importance aujourd'hui de ces résidents en double vulnérabilité dans les établissements du médico-social? Alors effectivement, peut-être pour aller dans le sens de ce que vous disiez, donner quelques chiffres, parce que nous ne connaissons pas pleinement le nombre d'enfants en situation de protection de l'enfance en France, pas plus que nous connaissons pleinement, comme vous l'avez dit, le nombre d'enfants en double vulnérabilité, mais nous avons quand même quelques chiffres. J'en donne quelques-uns pour les uns et les autres, et sans doute que ça va parler à celles et ceux qui gèrent des ITEP ou des IME. Pour vous donner un ordre d'idée, dans le 35, donc le département d'Ille-et-Vilaine, dans les ITEP, il y a à peu près un enfant sur deux qui est en situation de double vulnérabilité, voire même de triple vulnérabilité, parce que là, nous parlons de protection de l'enfance et de handicap, mais il faudrait y ajouter aussi la vulnérabilité sociale. Les questions de pauvreté, notamment, viennent accentuer les situations de vulnérabilité. Dans les IME de l'ADAPI 35, pour donner un autre chiffre, c'est environ 25% des enfants qui sont en situation de double vulnérabilité. Sur Rennes, un de nos IME est quasiment à 50% des enfants, 1 sur 2, en situation de double vulnérabilité. Ça, c'est du point de vue des ITEP et des IME. Du point de vue de la protection de l'enfance, un travail a été fait effectivement par l'UNAPI et la CNAP, nous allons y revenir juste après, qui a pu essayer de diagnostiquer quantitativement encore cette situation. C'est à peu près un enfant sur 3 dans les maisons d'enfants à caractère social, c'est le pendant finalement des IME du côté de la protection de l'enfance. Ça veut dire que nous avons aujourd'hui dans toute notre action au moins un enfant sur 4, voire
2 enfants sur 5 qui sont en situation de double vulnérabilité partout où nous agissons sur le territoire. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, avant de répondre à votre question sur pourquoi nous en sommes là, même si je suis bien incapable d'avoir le diagnostic complet, c'est aussi peut-être se redire ce que veut dire cette double vulnérabilité. Ce sont des enfants qui sont en situation de handicap, soit reconnus dans le cadre du dispositif que l'on connaît les uns les autres de type MDPH, soit qui sont en situation de handicap sans que ça ne soit encore reconnu, soit parce que c'est arrivé à la naissance, soit parce que le handicap est arrivé de manière acquise par le parcours de protection de l'enfance. Nous savons par exemple que les problématiques de carence éducative impactent au plan neurologique la construction et le parcours des enfants. Nous savons aussi que les problématiques liées aux actes d'éducation, le fait par exemple de ne pas avoir accès au langage rapidement, vient aussi impacter les situations de handicap. Donc il y a et des situations de handicap acquis et des situations de handicap inné. Donc ça c'est... Ce qui veut dire qu'il y a de la prévention à faire en plus de l'accompagnement. Mais du coup, pourquoi on n'est pas au rendez-vous? Alors, et c'est là où, avant d'aller sur ce que nous pourrions faire pour aller plus loin, peut-être se dire pourquoi nous ne sommes pas encore au rendez-vous. Alors, juste, vous avez rappelé quelques éléments. 2015, Geneviève Avenard, adjointe au défenseur des droits à l'époque, faisait son rapport annuel sur les doubles vulnérabilités et le fait que nous n'étions pas en situation de les prendre en charge. 2015. Et dans le réseau de la CNAP notamment, dans celui de l'UNAPI bien sûr, ce sujet-là était pointé déjà bien avant. Alors après, je vais enfoncer quelques portes ouvertes, mais c'est important de les avoir à l'esprit. Le premier problème, vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'enfance en situation de handicap, c'est l'Agence régionale de santé. Les adultes en situation de handicap, c'est pour une part l'Agence régionale de santé, pour une autre part le conseil départemental. Mais les adultes. Tout à fait, du côté des adultes. La protection de l'enfance, c'est le conseil départemental. Est-ce que quelqu'un a vu dans un projet régional de santé la question de la protection de l'enfance apparaître sur les 15 dernières années? Ça commence, là, pour ceux qui ont suivi les PRS de nouvelle génération, ça commence à arriver. Est-ce que quelqu'un a vu dans un schéma départemental autonomie il y a 10 ans que nous allions parler de la petite enfance ou de la protection de l'enfance? Quasiment pas. Donc, premier élément de diagnostic, il est un peu cruel, hein, mais il est tout à fait vrai. Nous voyons là concrètement les effets des politiques de solidarité en silo et la problématique des doubles vulnérabilités, qu'elles soient protection de l'enfance handicap ou adultes en situation de handicap et en situation d'exclusion ou d'isolement, parce que c'est une autre double vulnérabilité, c'est que la complexité des publics accompagnés échappe très souvent aux mailles du filet de l'action publique. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, et là peut-être que ça va taquiner un peu l'Assemblée, mais sans doute que nous avons une part de responsabilité, que l'on soit acteur de la protection de l'enfance ou acteur du handicap. C'est vrai que la question de la protection de l'enfance dans les IME ou les ITEP n'a pas forcément été prise en compte aussi vite qu'il aurait fallu. Et je pense qu'il faut qu'on assume aussi le fait de dire que nous étions concentrés sur les questions relatives à l'accompagnement du handicap et à l'étayage parental, mais que nous mettions un peu de côté, d'une certaine manière, ou plutôt nous avions renvoyé la responsabilité à d'autres, la question de la protection de l'enfance. Et de l'autre côté, les choses sont tout aussi vraies. Donc je nous mets tous dans la même perspective. Le troisième élément, il faut aussi le poser très clairement, alors c'est d'actualité, c'est la question des moyens. Vous l'avez évoqué sur le FAM avec le 1 pour 1. Accompagner des situations de double vulnérabilité, c'est une intensité de professionnels, c'est une intensité d'organisation. Je crois que vous aurez le témoignage juste après d'une initiative concrète autour de cela. Le prix de journée est sans commune mesure différent de celui que nous avons l'habitude d'avoir dans le champ du handicap. Pour y arriver, il faut des ressources, il faut des moyens. Et puis, il y a sans doute un autre élément parmi tous ceux que j'ai à l'esprit, c'est celui de l'interculturalité, c'est-à-dire la relation entre les professionnels,
Alors, pour l'anecdote, j'ai fait un passage dans la Loire, DG de la sauvegarde de la Loire. Donc, je suis ravi que vous me dites si je suis de trop. Hein. Non, Oh, mais c'est les meilleurs. sans aucun problème. Vous êtes déjà passé dans la Loire? Oui, bien sûr. Ah ben voilà. Avançons. Et donc, un exemple très concret, en 2018, nous avions organisé avec le CREAI et la CNAP la rencontre des professionnels du handicap et de la protection de l'enfance. C'était la première fois à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes de faire se rencontrer dans une même salle, sur une même journée, des acteurs, des éducateurs de la protection de l'enfance et du handicap. Donc il y a aussi cette question de la connaissance de l'interculturalité professionnelle qui est essentielle. Et donc du coup, le fait qu'il y ait un programme commun, une plateforme qui d'ici quelques semaines va être présentée par l'UNAPI et la CNAP, donc par les acteurs de ces deux environnements, l'environnement de la protection de l'enfance et l'environnement du médico-social, c'est pas une petite marche, c'est pas une petite histoire, c'est un vrai temps nouveau qui s'ouvre, avec des constats, avec aussi des propositions. Quelles pistes d'action sont proposées très rapidement, hein, ça sera détaillé plus tard quand ça sera présenté, par ce plan-là? Alors d'abord, merci à l'UNAPI Tête de Réseau que l'on puisse teaser quelque chose, un travail de très très grande qualité qui est sorti et qui va être effectivement promu prochainement. Le titre, c'est « Déjouer les pertes de chance des enfants doublement vulnérables ». Et effectivement, c'est à saluer ce travail interfédéral au niveau national sur ce registre des doubles vulnérabilités. Trois champs de réponses sont proposés et sont essentiels. Le premier, vous l'avez évoqué, c'est la question de la prévention et de l'action précoce. Le fait que nous puissions précocement intervenir va permettre d'éviter des situations de vulnérabilité en protection de l'enfance, parce que il faut se le dire, hein, une situation de handicap dans une cellule familiale peut majorer les problématiques parentales, très clairement, mais c'est aussi intervenir sur les situations de handicap. Donc il y a la question de la précocité, y compris du côté des IME, demain des IME qui pourraient accueillir bien plus tôt des situations particulières, notamment de déscolarisation. Le deuxième registre, c'est celui de la culture commune et de l'intervention commune, la culture commune du côté des acteurs politiques comme du côté de nos organisations et des professionnels. Et le troisième registre, c'est faire concrètement autrement ensemble. Et c'est là où peut-être d'autres exemples pourront être donnés ensuite. Concrètement, pour des établissements qui sont représentés dans la salle, pour des associations qui portent des structures dans la salle, comment est-ce qu'ils et elles peuvent se mettre en mouvement, en action, pour mieux accueillir et accompagner ces situations de double vulnérabilité, sachant qu'il faut des moyens, que les moyens, on ne les a pas forcément. Donc on renonce et on attend? Alors, d'abord, je crois que le mouvement ne renonce pas et n'attend pas, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs dans cette salle qui ont déjà développé depuis plusieurs mois, plusieurs années des actions sur toutes les régions de France. Donc je crois que de ce point de vue-là, nous influençons déjà, nous nous battons pour faire avancer les choses. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça peut vouloir dire beaucoup d'actions concrètes, mais peut-être quelques-unes. La première, moi je suis convaincu par notre rôle d'influence, le président l'a dit ce matin. Lorsqu'il y a un renouvellement de schéma départemental sur l'une ou l'autre des thématiques, influençons, faisons marcher le lobbying, impactons l'écriture de ces schémas départementaux. Parlons de petite enfance, parlons de handicap dans les schémas départementaux autonomie, par exemple. Ça peut paraître à certains parfois un peu évanescent, mais c'est le lobbying politique qui fera d'abord avancer les choses. Le deuxième registre, c'est de proposer, de construire avec d'autres des projets de prise en charge. Libourne va vous en présenter un tout à l'heure. Il y en a d'autres dans d'autres départements. Je crois que le 42 a une initiative, le 44 a une initiative, le 35 en a quelques-unes dans le cadre de la C360 notamment. Et puis le troisième aspect, c'est de faire en sorte que les équipes se rencontrent concrètement. Et ça, c'est un élément important. Savoir, avoir conscience et agir. Merci à vous Mathieu, et à Cyril et à Valérie, on va ouvrir les lumières et prendre dans la salle des questions, des réactions à
ce qui a été présenté sur ces nouveaux modèles d'accompagnement portés autour de l'approche par les droits, sur l'évolution des modèles d'offres et la manière aussi un peu de les repenser, sur l'accompagnement de ces doubles vulnérabilités. Est-ce qu'on peut mettre la lumière dans la salle et aller au micro vers ceux qui auraient des questions, des remarques ou des témoignages à apporter sur ce qu'on a dit? Tout d'un coup, on se dit, il y a beaucoup de monde. Hein. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des réactions sur ces différents sujets dans notre assistance? Oui, ah bah oui. Bah oui, oui, oui. Bonjour. Bonjour. Je me lève, hein, je suis désolée. Je suis la présidente de nous aussi. Je m'appelle Florent Jablonski. Bon, déjà, ce matin, c'était déjà pas mal compliqué. Hein, les chercheurs... Cyril Desjeux, je te félicite pas non plus. Il a parlé pas trop vite, hein? Si, un petit peu trop vite. Parfois, il peut parler plus vite, hein? Oui, c'est vrai. Mais bon. Alors, c'était compliqué. Je te félicite pas non plus parce que j'ai pas réussi à comprendre non plus. D'habitude, tu travailles mieux avec moi, hein? Alors, il faudrait... je voulais dire que ce matin, j'ai entendu qu'on était des personnes fragiles. On n'est pas des personnes fragiles, c'est pas vrai. C'est faux. C'est vraiment faux. On est des personnes fortes, courageuses, comme les parents. Comme sont les parents. Et voilà quoi, on est des personnes courageuses. Et je voulais dire aussi à monsieur le président du NAPI, bravo pour votre discours de ce matin. C'était vraiment bien. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci Florence. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires dans la salle à nos intervenants de cette séquence-là? Autre, je regarde, hein, j'essaie de regarder bien haut, parce qu'il y a là-haut aussi potentiellement. Pas d'autres? Si, le micro vient à vous. Voilà. 4. Oui, bonjour. Alors moi, je suis référente de parcours au sein de l'ADAPI 45. Donc j'accompagne pas mal de personnes en situation donc, de handicap, que ce soit sur le secteur enfant notamment et le secteur adulte. Et il y a effectivement quelque chose, alors par rapport à ce qui avait été dit ce matin et ce qui se retrouve un peu cet après-midi, la mobilisation des parents. Alors effectivement, l'annonce du handicap est pas évidente. Il y a tout un travail à faire, une acceptation, un accompagnement. Et puis, il y avait cette dimension aussi de la coordination, ce qu'on disait sur, effectivement, tous les acteurs qui interviennent pour pouvoir trouver des solutions, se démener, le fameux parcours du combattant. Et ce qui revient parfois dans les témoignages de famille aussi, c'est de trouver sa place en tant que parent dans un modèle où, finalement, on a un peu cette multiple casquette, où on remplit toutes les compétences des professionnels, parce qu'on se doit de remplacer effectivement les professionnels qu'il n'y a pas quand il n'y a pas de place. Et je salue de fait tous les parents et toutes les familles qui font au mieux et que j'admire énormément au quotidien en tant que professionnel et voilà, pour lesquels on se bat quotidiennement pour essayer de trouver des solutions, donc bravo à vous. Oui. Oui, je vais juste dire un petit mot. Effectivement, moi personnellement, si j'avais pas eu des professionnels en face de moi, j'aurais jamais pu reprendre le travail. Je crois que je me serais consacrée complètement à ma fille et j'avais besoin de voir autre chose. Ce matin, ça a été dit, mais c'est important en tant que parent, en tant que femme, voilà, qu'on puisse retrouver une vie et grâce à des professionnels investis, eh bien, on arrive à tout, même avec du handicap très complexe. Et ma fille était très heureuse aussi d'avoir des professionnels en face d'elle et pas que maman toute la journée, tout le temps, parce que si on le fait par défaut et c'est vraiment dommage. Donc, merci à vous aussi, tous professionnels que vous êtes, quel que soit votre poste et votre mission, parce qu'on parle des gens de terrain, mais il y a aussi tous les gens qui font le travail administratif. Mais vraiment, merci à vous et je pense que, à l'UNAPI, on est vraiment très content de pouvoir compter sur les professionnels que vous êtes.